Dans les entreprises, les chefs reprennent la main. C'est le titre d'un article du Monde à l'automne 2025 qui explique un grand bouleversement sur le marché du travail. C'est l'inversion du rapport de force entre les employeurs et les employés, et la première victime, aujourd'hui, c'est la flexibilité des travailleurs. Amazon interdit complètement le télétravail, Ubisoft passe à 3 jours de présence au bureau par semaine, la Société Générale c'est 4 jours de présence au bureau, et les annonces s'enchaînent. Partout c'est la même chose, on met la pression, on a zéro flexibilité, et ça auprès des travailleurs, ça ne passe pas. Mais alors, pourquoi est-ce que les employeurs veulent forcément que tout le monde revienne au bureau? Est-ce que c'est la fin du télétravail? Je me suis plongé dans toutes les études récentes qui sont sorties sur le sujet post-Covid et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Déjà, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé ces dernières années pour arriver en 2025-2026, là où nous en sommes. Le coronavirus, cluster, chloroquine. La crise du Covid est arrivée en 2020-2023 dans un marché de candidats. C'est les employés qui étaient en rapport de force, ce qu'on appelait la guerre des talents. En 2024, en 2025, il y a un ralentissement de la croissance économique, les entreprises sont un peu plus frileuses, il y a plus d'incertitudes, les prévisions de recrutement pour 2026 sont pas exceptionnelles non plus, donc là, le marché s'inverse et on passe de nouveau à un marché d'employeurs. Conséquence, quand on arrive sur un marché d'employeurs, les entreprises reprennent la main, elles mettent plus de pression, elles ont plus de possibilités pour réellement faire ce qu'elles ont au fond d'elles envie de faire. Et malheureusement, ça se traduit parfois par un retour aux fondamentaux, par un retour au contrôle. Par exemple, tout début 2025, Amazon avait annoncé le retour complet au bureau. Plus aucun télétravail. Il y a eu des tonnes de pétitions, il y a eu 30 000 pétitions signées en quelques jours. Amazon n'en avait rien à faire, ça a continué comme ça. Chez la Société Générale, en France, les accords de télétravail n'ont tout simplement pas été renouvelés, ils ont volé en éclats. Et malgré les grèves qu'il y a eu, avec des records historiques de participation, c'est-à-dire le mécontentement qu'il pouvait y avoir de la part de certains collaborateurs, la direction n'est pas du tout revenue sur ses positions. Et bien on pourrait se demander pourquoi le télétravail est devenu si important aujourd'hui alors que pendant des années, personne n'en pratiquait nécessairement. Le fait d'avoir vécu la crise Covid a permis à un tas de personnes de tester le télétravail, mais plus que de tester un mode de travail un peu différent, elles ont surtout pu réorganiser leur vie. Il y a avoir un équilibre, vie professionnelle, vie privée. Donc comme l'école est à moins de 5 minutes à pied, j'ai le temps de faire l'aller-retour très rapidement, sans déranger ma journée de travail. Peut-être qu'elles ont déménagé, elles vivent ailleurs, et donc le temps de trajet qui avant était normal, 30 minutes, 1 heure parfois, juste pour un aller, et puis pareil le soir au retour, ça devient un peu particulier. Il faut qu'on ait une bonne raison pour venir au bureau. C'est pas juste produire. Si on peut produire et qu'on peut le faire aussi bien à la maison parce qu'on est bien équipé et qu'on se rend compte que ça fonctionne bien à distance avec ses collègues, quand on nous force à revenir au bureau sans avoir de réels arguments, ça coince. Ça coince et c'est surtout vécu comme une profonde injustice, comme une trahison, parce que la plupart des entreprises qui aujourd'hui reviennent en arrière se targuaient toutes en début 2020, 2021, d'avoir réussi à passer tout le monde en télétravail super rapidement, parler du fait que c'était le futur du travail, que c'était une super organisation pour tout le monde et que ça cartonnait. Donc aujourd'hui, c'est vu comme un retour en arrière qui est un peu hypocrite et qui ne tient pas du tout compte de l'équilibre pro-perso et de la nouvelle vie que les personnes ont pu avoir depuis 5 ans. Vous l'imaginez bien, en 2024-2025, il y a plein d'études qui se sont penchées sur le sujet de la productivité, de la créativité, de la cohésion. La plupart, déjà pour la productivité, montrent toutes que le mode flexible, c'est le mode qui fonctionne le mieux pour maintenir de la productivité, voire en gagner un petit peu plus. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Une étude de Stanford, sortie en 2023, donc qui fait référence, montre, elle, qu'il y avait une baisse de 10% de la productivité pour les entreprises qui ne pratiquaient pas le télétravail auparavant, qui se sont mises à pratiquer le télétravail à 100%. Tout se fait à distance. Par contre, pour toutes les boîtes qui travaillent, elles, sur un mode hybride, là, il n'y a aucune baisse sur la productivité. En fait, les études, elles montrent même qu'il y a une augmentation de la productivité, voire une stabilité, et surtout une augmentation de la satisfaction des collaborateurs, dès lors qu'ils ont cette capacité à pouvoir choisir eux-mêmes leur façon de travailler et avoir cette flexibilité-là. Et pourtant, quand on interroge les dirigeants, ce n'est pas du tout la même chose. C'est que le bureau est un lieu de travail. On attend un rythme, un cadre, de la prévisibilité et une forme de sécurité qui a un petit peu disparu forcément avec le Covid et le travail en distanciel. Une étude de l'OCDE s'est penchée sur la façon dont les dirigeants perçoivent le télétravail. Et ils étaient une majorité, plus de 60%, à imaginer que le télétravail nuisait à l'innovation, nuisait à la productivité et nuisait à la cohésion d'équipe. Et ils expliquaient qu'on travaillait mieux quand on était dans une même pièce, qu'on était plus créatif, plus efficace tous ensemble. 73% des dirigeants d'entreprises qui ont été interrogés estiment même que la culture d'entreprise est mise à mal à cause du télétravail et que ça pesait un vrai risque sur l'organisation. Bon, déjà là, il faudrait qu'on fasse une distinction entre la créativité individuelle et la créativité collective. Mais ça, c'est autre chose. La vraie leçon de cette étude de l'OCDE, c'est que les entreprises qui sont les plus innovantes en matière de management et qui sont les plus flexibles en termes de télétravail sont celles qui sont les plus productives. Et l'étude souligne aussi que la qualité du management semble être un facteur qui est bien plus déterminant pour la productivité et l'innovation de l'organisation que la relation au télétravail.
Bon, est-ce que les employeurs ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Je pense que ça les regarde en fait, c'est un sujet de culture d'entreprise. Moi, ce qui me chagrine surtout, c'est qu'il y ait des retours au bureau qui soient imposés avec des arguments qui sont fallacieux, qui sont pas les bons et qui sont pas du tout basés sur des études qui sont sérieuses. C'est basé plus sur des problèmes d'ego en réalité. Parce que si les dirigeants regardaient réellement les études sur la productivité et sur la créativité, ils se rendraient compte que la meilleure façon, c'est de maintenir de l'hybride et de certainement pas imposer un retour forcé au bureau. Et justement, en matière de retour forcé au bureau, deux chercheurs, Ding et Ma, se sont penchés sur les performances économiques des entreprises qui avaient imposé ces retours forcés au bureau. Et elles se sont rendues compte que les entreprises qui avaient forcé leurs collaborateurs à revenir complètement contre leur volonté sont celles qui performent le moins économiquement. Et là, c'est la poule et l'œuf. Les entreprises vont accuser le télétravail d'avoir nuit aux performances économiques de l'organisation, et puis les collaborateurs vont pouvoir dire oui, mais en fait, j'ai moins envie de travailler, je suis moins engagé parce que j'ai plus cette flexibilité-là. L'étude qui est la plus intéressante, c'est une méta-étude, c'est-à-dire qu'on a agrégé les résultats de plusieurs autres études, on a agrégé les résultats au total de 78 000 collaborateurs, travailleurs, qui ont été sondés sur leur rapport au travail à distance. Cette étude, elle révèle deux choses. Elle révèle que d'un côté, le télétravail a permis à chacun de gagner en autonomie. Et l'autonomie a donné de la flexibilité, a donné de l'engagement et donc de la productivité. Donc ça a des effets qui sont très positifs. Mais le télétravail, en parallèle, a créé énormément d'isolement, avec une perte de lien social pour certaines personnes qui se sont complètement coupées des interactions qu'elles pouvaient avoir avec leur équipe, avec leurs proches. Et ça, c'est un problème notamment pour la jeune génération qui est rentrée sur le marché du travail au moment où il y avait la crise Covid et qui n'ont pas pu créer ces liens avec leurs collègues. Mais l'étude souligne que l'un dans l'autre, les travailleurs privilégient l'autonomie et la flexibilité au-delà de l'isolement et que l'impact du télétravail sur la satisfaction est positif. J'ai l'impression que cette obsession du contrôle des entreprises qui veulent imposer nécessairement ce retour au bureau de façon forcée aux collaborateurs, c'est un héritage du siècle passé, au moment où la production était réellement liée au temps de travail. Sauf que cet héritage industriel n'a aucun sens, parce qu'à l'époque, ça concernait des travailleurs qui devaient travailler sur un lieu fixe. Et donc, évidemment que la production et la productivité étaient liées au temps de présence. Aujourd'hui, pour les personnes qui peuvent télétravailler, donc des cols blancs majoritairement, le télétravail permet de travailler comme on le souhaite, avec une flexibilité qui permet de décorréler complètement le temps de travail de la production, de la productivité. Alors, il faut tempérer un petit peu au-delà des effets d'annonce de certaines organisations qui ont été suivies par d'autres. Il y a aussi un tas d'organisations qui, elles, ont posé la question à leurs collaborateurs et gardent quelque chose de beaucoup plus flexible, un mode hybride en réalité, où les gens peuvent choisir à leur convenance 1, 2, 3 jours, parfois plus de télétravail. Et je pense que ces sociétés ont eu raison, parce que ce n'est jamais bon d'imposer une pratique de travail aussi importante à des collaborateurs qui le refusent. Et puis à tel point que la dernière étude de YouGov montrait que 46% des travailleurs français qui aujourd'hui peuvent télétravailler seraient prêts à quitter leur emploi si aujourd'hui on leur interdisait complètement le télétravail. Alors il faut aussi qu'on parle d'un argument que j'ai entendu plusieurs fois, qui évidemment n'a aucun sens, c'est de dire non mais vous comprenez, chez nous on a des travailleurs qui peuvent télétravailler, d'autres qui ne peuvent pas télétravailler, ça n'est vraiment pas juste pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, donc on interdit tout à tout le monde. Ça n'a évidemment aucun sens. Ça voudrait dire que dans votre organisation, si vous avez des gens qui travaillent la nuit, vous devrez imposer le fait que tout le monde travaille la nuit par solidarité pour que tout le monde soit logé à la même enseigne? Non, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune revendication de la part des personnes qui ne peuvent pas télétravailler de pouvoir télétravailler si c'est le métier, si c'est la nature du métier qui ne le permet pas. Évidemment, la solution, c'est pas de niveler par le bas, c'est de niveler par le haut. Ce qui est intéressant, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut aussi donner de la flexibilité aux personnes qui exercent un métier qui ne peut pas être effectué en télétravail. Et il y a évidemment plein d'options. Vous avez la semaine de 4 jours, vous avez des horaires flottants, c'est-à-dire que dans une même journée, vous travaillez peut-être tous ensemble de 10h à 14h. Par contre, certaines personnes peuvent arriver à 7h, partir à 15h, d'autres arriver à 9h, partir à 17h. On a la possibilité d'avoir une polyvalence des compétences et des postes qui permet de faire des rotations aussi, c'est ce qu'on appelle le job sharing, 2 à partager un poste. On peut donner de la flexibilité à des métiers qui ne peuvent pas télétravailler d'une autre façon. Ça, c'est un faux argument. Alors face à cette décision absurde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment et comment les entreprises qui réussissent à gérer ce sujet s'en sortent le mieux? Bon, si vous arrivez jusque-là et que vous avez suivi les études, vous l'avez compris, c'est bien le mode hybride. Il y a eu cette campagne de Spotify que vous avez forcément dû voir passer sur les réseaux parce qu'elle a fait du buzz, qui disait « Work isn't somewhere you go, it's something you do ». Le travail n'est pas un endroit dans lequel vous allez, c'est quelque chose que vous effectuez. Et effectivement, cette campagne, elle a fait du bruit à juste titre, parce qu'un tas de personnes se sont rendues compte qu'elles pouvaient faire à distance la même chose que ce qu'elles faisaient en présentiel. Spotify, typiquement, laisse la possibilité aux collaborateurs de choisir un mix qui est plutôt télétravail ou un mix qui est plutôt bureau. C'est eux qui peuvent le choisir, et en fonction de l'un et de l'autre, on a une organisation du travail avec son équipe qui va être différente. Peut-être que ce qui a pêché, c'est que quand on a mis en place le télétravail à la hâte en 2020, 2021, 2022, on a peut-être oublié de aussi repenser la façon dont on collaborait. On a oublié de se demander quelle était la responsabilité du manager et des équipes pour arriver à se parler différemment, à avoir des processus, des rituels qui sont un petit peu différents. Parce que ce qui est important, c'est pas du tout le temps de présence, de production au travail. C'est les moments où on va se rencontrer, les moments où on va collaborer. Et peut-être que dans une organisation, il faut arriver à repenser
repenser ces temps-là. Il faut arriver à les organiser différemment. Le télétravail, c'est pas simplement dépasser le travail, c'est réorganiser tous les modes de collaboration, les modes de communication, les modes de production du travail pour s'assurer qu'on peut servir les clients et qu'on garde une cohésion d'équipe qui est hyper forte. Alors pour creuser ce sujet du télétravail, j'ai aussi été voir des entreprises qui ont complètement interdit le télétravail. Mentimeter en Suède par exemple, Proginov en France. Ce qui est intéressant avec ces boîtes-là, c'est que c'est des boîtes dans lesquelles quasiment tout le monde pourrait télétravailler. C'est des métiers qui sont télétravaillables. Mais elles ne veulent pas de télétravail, mais elles le disent depuis le début, c'est hyper clair là-dessus, parce que tout simplement, c'est pas du tout la culture de l'organisation. Mais la différence, c'est que c'est assumé. C'est qu'en contrepartie, il y a un tas d'autres avantages qui sont donnés aux collaborateurs. Déjà, je pense que ça tient au fait qu'il y a un environnement de travail qui est excellent. C'est qu'on leur donne envie de venir au travail parce que le bureau est génial, mis à disposition de certains avantages, et puis parce que c'est assumé. Surtout, c'est pas caché derrière des arguments qui sont fallacieux. Non, c'est la culture de la boîte, c'est comme ça. C'est les contrats dès le départ, ça ne change pas. Tu le savais, t'as signé, c'est comme ça. La vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens reviendraient au bureau? Et on a envie de revenir au bureau quand le bureau est un lieu de rencontre, pas seulement un lieu de production, parce que la production, généralement, on peut aussi la faire à la maison dans des tiers-lieux ailleurs, en dehors du bureau. C'est un lieu de rencontre, on a envie de rencontrer ses équipes, d'avoir un manager qui est dispo, qui est pas tout le temps en réunion à ce moment-là, et avec qui on va pouvoir avoir des échanges, on va avoir de la sérendipité aussi, parce qu'on va croiser des personnes un peu par hasard, on va pouvoir discuter de projets, on va pouvoir avoir cette idée qu'on a à la machine à café, qu'on va pouvoir implémenter tout de suite, dont on va pouvoir parler, on va pouvoir se lever, aller taper sur l'épaule de la personne, et pouvoir discuter, l'interrompre dans son travail. Parce qu'on sait qu'au bureau, ce sont ces moments d'interaction qui sont recherchés. Il faut que ce lieu de travail soit pensé pour avoir des interactions. On n'est pas dans un open space complètement silencieux avec des cabines et des gens qui sont en col aligné. Non, il faut qu'on ait pensé des temps de rencontre à des moments différents de la journée, à des lieux différents. Est-ce qu'on va faire des réunions à 2, à 4, à 8? Est-ce que c'est pour être créatif? Est-ce qu'on a besoin de chercher de nouvelles idées? Est-ce qu'on est là pour décider? Et puis, il faut se dire aussi qu'on propose des expériences aux collaborateurs qui vont pouvoir être différentes que ce que la personne peut vivre à la maison. Des choses uniques qu'elle ne vivra qu'au bureau. C'est des accès à des conférences, c'est des accès à des événements, c'est des moments, des temps forts en équipe, peut-être avec d'autres personnes aussi en dehors de l'organisation, mais qui vont faire qu'on se dit bah ouais, c'est génial en fait, j'ai envie de venir au bureau. En fait, la seule question à vous poser, si vous êtes DRH, si vous êtes dirigeant et que vous vous cassez la tête avec le télétravail, c'est qu'est-ce qui fait que mes collaborateurs vont perdre 30 minutes à 1 heure, 2 fois par jour, pour venir au bureau toutes les semaines. Parce que c'est réellement ça, le temps de transport. C'est du temps qui est perdu. On s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire systématiquement. Si vous arrivez à répondre à cette question, vous avez tout gagné. En 2026, le télétravail, ce n'est plus un avantage. C'est la norme, c'est une attente des collaborateurs. Refuser de le voir, c'est se condamner à perdre les meilleurs talents. Je crois que le vrai enjeu, au-delà du nombre de jours de télétravail, de présence au bureau, c'est la sincérité des dirigeants. C'est avec quelle sincérité est-ce que vous abordez ce sujet? Vous en discutez avec les équipes, vous tenez compte de leur avis, de leurs envies, et vous trouvez ensemble ce qui est un bon équilibre, ce qui correspond à la culture de l'organisation. S'il y a de la sincérité, il y a une vraie écoute. Donc il y aura forcément un vrai débat, et on peut ne pas avoir été d'accord. À la fin, tout le monde sera quand même engagé parce qu'on sait que la décision, elle aura été prise en connaissance de cause, en ayant écouté toutes les voix de l'organisation. Et vous, comment ça se passe dans votre entreprise? Je suis hyper curieux de discuter de tout ça avec vous, dites-le moi en commentaire.